Clotilde, vous êtes professeur de mathématiques à l'Université Paris-Est Créteil, affilié au laboratoire de recherche mathématique d'Angers. La France manque cruellement d'ingénieurs. Le patron de Thales l'a encore dit ce matin dans une grande interview au JDD. On manque d'ingénieurs et de scientifiques. Vous qui êtes prof de maths, est-ce que vous avez une explication ? Alors effectivement, là, on manque de scientifiques. On a l'impression que notre pays connaît une certaine désaffection pour les sciences. Et dans les métiers que vous citez, il y a les mathématiques qui sont en fond sous-jacent. C'est le tronc commun. C'est le tronc commun, voilà. Voilà. Disons que les mathématiques servent pour les autres sciences. Et alors, si on manque d'ingénieurs, c'est parce qu'en fait, on manque de gens qui font des mathématiques ou... Je pense on manque de jeunes qui se dirigent vers ces filières scientifiques, en fait, en général. Et il y a une certaine inquiétude aussi, qui en est moins qu'avant. Donc, voilà, c'est un petit peu Vous, en tant que prof, vous le constatez ? En tant que prof, nos amphis sont pleins. Ils ne sont pas forcément grands. Quand il y a eu la réforme Blanquer, elle avait provoqué une baisse drastique des heures de mathématiques enseignées au lycée. Je vous avais invité sur Europe 1 à ce moment-là, à l'époque, pour pousser un cri d'alarme. Vous avez été entendu, puisque la réforme a été ensuite corrigée. Est-ce que l'enseignement des maths dans le secondaire est revenu à la normale ? Alors, revenu à la normale, on ne peut pas encore dire. Hein. Non, c'est toujours moins qu'avant. Disons qu'il y a eu 1h30 de plus en maths, essentiellement en seconde ou en première plutôt. Voilà, en première, au moment où ça se sépare, en fait, en première, où les jeunes choisissent leur spécialité. Donc, c'est là où il y a 1h30 de maths qui a été remise dans le tronc commun. C'est toujours pas énorme, quoi. Donc, il faut voir faudra faire le bilan dans 1 an. On verra ce que ça donne. On manque de professeurs de maths, pourquoi ? Alors, on manque de professeurs de maths depuis... en fait, c'est quelque chose qu'on arrive à bien identifier au niveau de l'université, parce qu'il y a un moment où on a vu nos promotions de gens qui préparaient le CAPES fondre, et c'est le moment où il y a eu une réforme du CAPES qui s'appelle la masterisation. C'est-à-dire qu'avant, on préparait sa licence, donc 3 ans d'université, et ensuite, on décidait, est-ce que je vais faire une maîtrise de maths, et ensuite peut-être faire un DESS d'ingénierie, ou est-ce que je vais directement préparer le CAPES et travailler et gagner ma vie. Prof. En fait, voilà, et gagner sa vie. Aujourd'hui, en fait, à la fin de la licence, on se demande, je vais faire quel master je peux me diriger. Et donc, les jeunes ont beaucoup de propositions, dont l'enseignement, mais aussi tous ces masters qui amènent vers des métiers d'ingénierie. Vous voulez dire qu'en fait, avant, il fallait 3 ans, en gros, d'études pour être prof de maths. Aujourd'hui, il en faut 5. Et quand on a fait 5 ans d'études en maths, on peut prétendre à des emplois bien mieux rémunérés que prof de maths, c'est ça ? Alors, on peut le voir comme ça. Je dirais qu'en fait, au moment où ils se posent la question, les jeunes, ils ont plein de possibilités autres. Et donc, finalement, ceux qui vont vers l'enseignement, c'est les gens qui sont très motivés. Voilà. Donc, c'est ceux qui ont une le vocation. bon côté des choses, si on peut toujours voir le verre plein, le verre à moitié plein, c'est qu'on a les jeunes qui se dirigent vers le professorat, qui veulent être enseignants, ils sont motivés, parce qu'ils ont une certaine vocation assez chouette. Donc en fait, si on voulait de nouveau qu'il y ait beaucoup de professeurs de maths, comme autrefois, il faudrait baisser un tout petit peu le nombre d'années d'études c'est plus complexe. Je pense qu'une petite revalorisation aussi, peut-être salariale, ça pourrait être pas mal aussi. Parce que, voilà, je dirais que entre quelqu'un qui a fait 5 ans d'études et qui devient enseignant de mathématiques et quelqu'un qui a fait 5 ans d'études et qui devient data scientist, c'est pas les mêmes salaires. Oui. Est-ce qu'il y a toujours moins de filles que de garçons dans les filières mathématiques et scientifiques en général ? Alors ça, c'est un effet pervers de la réforme, en fait. Comme maintenant, un jeune, à la fin de la seconde, il choisit ses matières principales. Il ne va plus dans ces corridors où il y avait les aspirateurs à bons élèves, qui étaient les classes économiques et sociales et puis scientifiques. Ils choisissent leur matière. En fait, on a vu le nombre de filles décroître dans les blocs de maths. C'est terrible, ça. Alors oui, mais je pense que c'est juste... je crois que j'ai 2 choses à leur dire, là, si je peux, c'est le moment où jamais. C'est que premièrement, il y a un théorème d'existence. Il existe des femmes qui font des mathématiques. Oui. Il y en a, j'en rencontre, il y en a à tous les niveaux. Célèbres, hein. Il y en a des célèbres, il y en a des moins célèbres. C'est aussi important de savoir qu'il y a des moins célèbres. Et puis, la deuxième chose, c'est que faire des mathématiques, c'est pas forcément s'enfermer dans une tour, devenir une sorte d'ascète des mathématiques, vêtu d'une robe de bure, qui fait des calculs interminables et abscons. Hein. C'est aussi toucher, comme vous l'avez dit, à des thématiques qui sont importantes pour notre société. Mais vous croyez que c'est ça qui les dissuade ? On a souvent dit, mais c'est peut-être une vue de l'esprit, que les filles, bien que très bonnes en maths, n'allaient pas dans les filières mathématiques parce qu'on finissait par les convaincre que c'était un truc de garçon.
Oui, mais peut-être qu'on les convainc que c'est un truc de garçon, mais je pense aussi qu'elles ne se rendent pas forcément compte qu'en faisant des mathématiques, par exemple, on peut apporter sa pierre à des sujets importants. Donc, je pensais au cancer, par exemple. Pour lutter contre le cancer, aujourd'hui, on utilise des modèles mathématiques et des modèles de croissance de tumeurs. Et on a besoin de personnes qui travaillent sur ces modèles, qui les analysent, qui font des statistiques autour de ça. Et donc, il y a des métiers qui, à fort retour, à fort impact sociétal, en fait. Jean-Emmanuel Bibaud, qui est professeur de cancérologie. Oui, effectivement, nous, on collabore avec beaucoup de laboratoires qui font des mathématiques, qui font du machine learning. Donc, effectivement, il y a des applications très concrètes en fait, de la science. Et c'est vrai qu'on est assez loin parfois des clichés qu'on peut avoir de choses très, très abstraites. Et c'est bon de le rappeler de temps en temps. Oui. Mais à quoi ça sert les mathématiques exactement? Parce qu'une des raisons pour lesquelles, notamment du fait de la réforme Blanquer, on n'était plus obligé de faire des maths, plus personne ne voulait en faire, c'est qu'on a l'impression qu'à la fois c'est très abstrait, c'est très compliqué. Autrefois c'était sélectif, mais maintenant ça l'est moins. Mais on a surtout l'impression que c'est inutile. Or ça ne l'est pas. En fait, on en fait tous les jours des mathématiques. Quand vous dites j'invite des amis à dîner et puis je commence à réfléchir comment je vais organiser mon après-midi pour que tout soit prêt à l'heure. C'est une sorte de théorie des graphes. Donc voilà, donc, je dirais on fait tous des mathématiques, on en fait un niveau plus ou moins important. Ce qui est un petit peu terrible, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde très numérique. Donc pour que les gens appréhendent leur monde, ils ont besoin d'une culture mathématique, en fait, pour comprendre, quand on leur donne des chiffres sur les pandémies, les statistiques, quand ils vont négocier leur prêt. Pendant les pandémies, c'est sûr qu'on a manqué de maths. Même pour négocier son prêt à la banque, il vaut mieux comprendre, ou quand on vous propose une ristourne intéressante, il vaut mieux comprendre les pourcentages pour pouvoir réagir à temps. Il y a une véritable école mathématique française, au moins depuis René Descartes et Blaise Pascal. On n'a jamais cessé de produire d'éminents mathématiciens. On a d'ailleurs un grand nombre de médailles de Fields en mathématiques. Du fait que le niveau général en mathématiques en France baisse, du fait qu'il y a de moins en moins de professeurs, du fait qu'il y a de moins en moins d'élèves, du fait qu'il y a de moins en moins de filles. Est-ce que c'est menacé, ça? Je dirais que c'est un petit peu faux. J'aime bien la comparaison avec le sport. Donc on ne connaît pas beaucoup de pays qui ont qui gagnent des médailles d'or sans avoir un réseau de clubs locaux. Et puis sans avoir aussi la conviction parmi les gens que c'est important de faire du sport, qu'il faut avoir une activité physique, son petit niveau. S'il n'y a pas ça, on n'a pas de grands sportifs. C'est un petit peu pareil pour nous. On a besoin que les gens se rendent compte que les mathématiques sont quelque chose d'important, que les dirigeants se rendent compte que les mathématiques sont quelque chose d'important, que la culture mathématique fait partie de la culture au même titre que la culture historique. Et qu'on a besoin que le citoyen, et la citoyenne ait une certaine culture scientifique, pas seulement mathématique d'ailleurs. Ça, c'est un petit peu le niveau de base. Ensuite, on a besoin du niveau un peu professionnel, qu'on ait des ingénieurs et puis des mathématiciens professionnels. Après, ça arrive. Mais il y a besoin de tous les niveaux pour construire la pyramide. Donc en fait, c'est un petit peu illusoire de se dire tout va bien. On a eu une médaille Fields il y a 2 ans. Ça va, quoi. On a encore notre classe à Louis le Grand, ça va. On a encore l'école normale supérieure, ça va. Il y a 2 ans, il était iranien d'origine et depuis, il a changé, je crois. Non, je pensais à Hugo Dumesnil-Copin. Je crois qu'il y a un projet de maison des maths, la maison Poincaré, en référence à Henri Poincaré, évidemment, grand mathématicien du début du XXe siècle. Aux États-Unis, en Allemagne, il y a des musées des maths, pas en France. Alors, en France, il y a une maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon. Il ne faut pas que j'oublie mes collègues lyonnais. Ouais. Mais effectivement, on va ouvrir à l'Institut Henri Poincaré une maison, donc la maison Poincaré, qui sera un espace de médiation, de rencontre en fait, entre recherche et grand public. Grand public, c'est-à-dire que la cible, c'est vraiment les gens à partir de la 4e, les jeunes à partir de la 4e. C'est un moment où ils arrêtent de faire des maths, quoi. Voilà, au moment où il faut qu'ils fassent des maths. Alors, c'est un projet qui est porté par le CNRS et Sorbonne Université. Mais qu'est-ce qu'on met dans une maison des mathématiques ? Alors, qu'est-ce qu'on met dans une maison des mathématiques ? C'est une très belle question. Qu'est-ce qui peut te donner envie d'y aller ? Je veux dire, déjà, il y a des objets patrimoniaux. C'est des très beaux objets en fait, en bois qui représentent des surfaces ou des courbes. Et qui étaient, surtout des courbes, ça fait des intersections de surface. Et qui sont à l'Institut Henri Poincaré actuellement. Ensuite, ça, c'est un petit peu la partie muséale, si je puis dire. Et c'est un endroit en fait, où il y a un parcours pour les jeunes avec différents niveaux de présentation des mathématiques,
présentation des parcours, des métiers des mathématiques, présentation des mathématiques en interaction avec les autres sciences. Et puis, il y a une petite cerise sur le gâteau qui a un espace immersif, en fait, une immersion dans le mouvement brownien par un procédé, comment ça s'appelle, réalité augmentée. Là, on va mettre un casque et puis on va découvrir ce que c'est que le mouvement brownien. Donc ça,